Orla, un recueil de nouvelles de Guy de Maupassant. Deuxième partie. Amour. 3 pages du livre d'un chasseur. Je viens de lire dans un fait divers de journal un drame de passion. Il l'a tué, puis il s'est tué, donc il l'aimait. Qu'importe, il et elle, leur amour seul m'importe, et il ne m'intéresse point parce qu'il m'attendrit, ou parce qu'il m'étonne, ou parce qu'il m'émeut, ou parce qu'il me fait songer, mais parce qu'il me rappelle un souvenir de ma jeunesse, un étrange souvenir de chasse où m'est apparu l'amour, comme apparaissaient aux premiers chrétiens des croix au milieu du ciel. Je suis né avec tous les instincts et les sens de l'homme primitif, tempéré par des raisonnements et des émotions de civilisé. J'aime la chasse avec passion, et la bête saignante, le sang sur les plumes, le sang sur mes mains, me crispe le cœur à le faire défaillir. Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent brusquement, et je fus appelé par un de mes cousins, Karl de Rauville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais, au lever du jour. Mon cousin, gaillard de 40 ans, roux, très fort et très barbu, gentilhomme de campagne, demi-brute aimable, d'un caractère gai, doué de cet esprit gaulois qui rend agréable la médiocrité, habitait une sorte de ferme château dans une vallée où coulait une rivière. Des bois couvraient les collines de droite et de gauche, vieux bois seigneuriaux où restaient des arbres magnifiques et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plumes de toute cette partie de la France. On y tuait des aigles quelquefois, et les oiseaux de passage, ceux qui presque jamais ne viennent en nos pays trop peuplés, s'arrêtaient presque infailliblement dans ces branchages séculaires, comme s'ils eussent connu ou reconnu un petit coin de forêt des anciens temps, demeuré là, pour leur servir d'abri en leur courte étape nocturne. Dans la vallée, c'étaient de grands herbages arrosés par des rigoles et séparés par des haies. Puis, plus loin, la rivière, canalisée jusque-là, s'épandait en un vaste marais. Ce marais, la plus admirable région de chasse que j'aie jamais vue, était tout le souci de mon cousin qui l'entretenait comme un parc. À travers l'immense peuple de roseaux qui le couvrait, le faisait vivant, bruissant, houleux. On avait tracé d'étroites avenues où les barques plates, conduites et dirigées avec des perches, passaient, muettes, sur l'eau morte, frôlaient les joncs, faisaient fuir les poissons rapides à travers les herbes et plongeaient les poules sauvages dont la tête noire et pointue disparaissait brusquement. J'aime l'eau d'une passion désordonnée. La mer, bien que trop grande, trop remuante, impossible à posséder. Les rivières, si jolies, mais qui passent, qui fuient, qui s'en vont. Et les marais surtout, où palpite toute l'existence inconnue des bêtes aquatiques. Le marais, c'est un monde entier sur la terre, monde différent, qui a sa vie propre, ses habitants sédentaires, et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits, et son mystère surtout. Rien n'est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant, parfois, qu'un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basses couvertes d'eau? Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étranges feux follets, le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes, ou bien les brumes bizarres, qui traînent sur les joncs comme des robes de morte, ou bien encore l'imperceptible clapotement, si léger, si doux, et plus terrifiant parfois que le canon des hommes ou que le tonnerre du ciel, qui fait ressembler les marais à des pays de rêve, à des pays redoutables, cachant un secret inconnaissable et dangereux. Non. Autre chose s'en dégage. Un autre mystère, plus profond, plus grave, flotte dans les brouillards épais, le mystère même de la création peut-être. Car n'est-ce pas dans l'eau stagnante et fangeuse, dans la lourde humidité des terres mouillées sous la chaleur du soleil, que remua, que vibra, que s'ouvrit au jour le premier germe de vie? J'arrivai le soir chez mon cousin. Il gelait à fendre les pierres. Pendant le dîner, dans la grande salle dont les buffets, les murs, le plafond étaient couverts d'oiseaux empaillés, aux ailes étendues, ou perchés sur des branches accrochées par des clous, éperviers, hérons, hiboux, engoulevents, buses, tiercelets, vautours, faucons, mon cousin,
pareil lui-même à un étrange animal des pays froids, vêtu d'une jaquette en peau de phoque, me racontait les dispositions qu'il avait prises pour cette nuit même. Nous devions partir à 3h30 du matin, afin d'arriver vers 4h30 au point choisi pour notre affût. On avait construit à cet endroit une hutte avec des morceaux de glace pour nous abriter un peu contre le vent terrible qui précède le jour. Ce vent chargé de froid, qui déchire la chair comme des scies, la coupe comme des lames, la pique comme des aiguillons empoisonnés, la tord comme des tenailles et la brûle comme du feu. Mon cousin se frottait les mains. « Je n'ai jamais vu une gelée pareille, disait-il. Nous avions déjà 12 degrés sous zéro à 6 heures du soir. J'allais me jeter sur mon lit aussitôt après le repas, et je m'endormis à la lueur d'une grande flamme flambant dans ma cheminée. À 3 heures sonnantes, on me réveilla. J'endossai à mon tour une peau de mouton et je trouvai mon cousin Karl couvert d'une fourrure d'ours. Après avoir avalé chacun 2 tasses de café brûlant, suivis de 2 verres de fine champagne, nous partîmes, accompagnés d'un garde et de nos chiens, Plongeon et Pierrot. Dès les premiers pas dehors, je me sentis glacé jusqu'aux os. C'était une de ces nuits où la terre semble morte de froid. L'air gelé devient résistant, palpable tant il fait mal. Aucun souffle ne l'agite. Il est figé, immobile. Il mord, traverse, dessèche, tue les arbres, les plantes, les insectes, les petits oiseaux eux-mêmes qui tombent des branches sur le sol dur et deviennent durs aussi, comme lui, sous l'étreinte du froid. La lune, à son dernier quartier, toute penchée sur le côté, toute pâle, paraissait défaillante au milieu de l'espace, et si faible qu'elle ne pouvait plus s'en aller, qu'elle restait là-haut, saisie aussi, paralysée par la rigueur du ciel. Elle répandait une lumière sèche et triste sur le monde, cette lueur mourante et blafarde qu'elle nous jette chaque mois à la fin de sa résurrection. Nous allions côte à côte, Karl et moi, le dos courbé, les mains dans nos poches et le fusil sous le bras. Nos chaussures, enveloppées de laine afin de pouvoir marcher sans glisser sur la rivière gelée, ne faisaient aucun bruit. Et je regardais la fumée blanche que faisait la laine de nos chiens. Nous fûmes bientôt au bord du marais, et nous nous engageâmes dans une des allées de roseaux secs qui s'avançaient à travers cette forêt basse. Nos coudes, frôlant les longues feuilles en ruban, laissaient derrière nous un léger bruit, et je me sentis saisi, comme je ne l'avais jamais été, par l'émotion puissante et singulière que font naître en moi les marécages. Il était mort celui-là, mort de froid, puisque nous marchions dessus, au milieu de son peuple de joncs desséchés. Tout à coup, au détour d'une des allées, j'aperçus la hutte de glace qu'on avait construite pour nous mettre à l'abri. J'y entrai, et comme nous avions encore près d'1 heure à attendre le réveil des oiseaux errants, je me roulai dans ma couverture pour essayer de me réchauffer. Alors, couché sur le dos, je me mis à regarder la lune déformée, qui avait 4 cornes à travers les parois vaguement transparentes de cette maison polaire. Mais le froid du marais gelé, le froid de ses murailles, le froid tombé du firmament me pénétra bientôt d'une façon si terrible que je me mis à tousser. Mon cousin Karl fut pris d'inquiétude. « Tant pis, si nous ne tuons pas grand-chose aujourd'hui, » dit-il. « Je ne veux pas que tu t'enrhumes, nous allons faire du feu. » Et il donna l'ordre aux gardes de couper des roseaux. On en fit un tas au milieu de notre hutte défoncée au sommet pour laisser échapper la fumée. Et lorsque la flamme rouge monta le long des cloisons claires de cristal, elles se mirent à fondre, doucement, à peine, comme si ces pierres de glace avaient sué. Karl, resté dehors, me cria « Viens donc voir !» Je sortis, et je restai éperdu d'étonnement. Notre cabane, en forme de cône, avait l'air d'un monstrueux diamant au cœur de feu, poussé soudain sur l'eau gelée du marais. Et dedans, on voyait 2 formes fantastiques, celles de nos chiens qui se réchauffaient. Mais un cri bizarre, un cri perdu, un cri errant passa sur nos têtes. La lueur de notre foyer réveillait les oiseaux sauvages. Rien ne m'émeut comme cette première clameur de vie qu'on ne voit point et qui court dans l'air sombre si vite, si loin, avant qu'apparaisse à l'horizon la première clarté des jours d'hiver. Il me semble, à cette heure glaciale de l'aube, que ce cri fuyant emporté par les plumes d'une bête
est un soupir de l'âme du monde. Karl disait « Éteignez le feu, voici l'aurore ». Le ciel, en effet, commençait à pâlir, et les bandes de canards traînaient de longues taches rapides, vite effacées, sur le firmament. Une lueur éclata dans la nuit. Karl venait de tirer, et les deux chiens s'élancèrent. Alors, de minute en minute, tantôt lui et tantôt moi, nous ajustions vivement dès qu'apparaissait au-dessus des roseaux l'ombre d'une tribu volante. Et Pierrot et Plongeon, essoufflés et joyeux, nous rapportaient des bêtes sanglantes dont l'œil, quelquefois, nous regardait encore. Le jour s'était levé, un jour clair et bleu. Le soleil apparaissait au fond de la vallée et nous songions à repartir quand deux oiseaux, le col droit et les ailes tendues, glissèrent brusquement sur nos têtes. Je tirai. Un d'eux tomba presque à mes pieds. C'était une sarcelle au ventre d'argent. Alors, dans l'espace au-dessus de moi, une voix d'oiseau cria. Ce fut une plainte courte, répétée, déchirante. Et la petite bête épargnée, se mit à tourner dans le bleu du ciel au-dessus de nous, en regardant sa compagne morte que je tenais entre mes mains. Karl, à genoux, le fusil à l'épaule, l'œil ardent, le guettait, en attendant qu'elle fût assez proche. « Tu as tué la femelle, dit-il. Le mâle ne s'en ira pas. » Certes, il ne s'en allait point. Il tournoyait toujours et pleurait autour de nous. Jamais gémissement de souffrance ne me déchira le cœur comme l'appel désolé, comme le reproche lamentable de ce pauvre animal perdu dans l'espace. Parfois, il s'enfuyait sous la menace du fusil qui suivait son vol. Il semblait prêt à continuer sa route, tout seul à travers le ciel. Mais ne s'y pouvant désigner, il revenait bientôt pour chercher sa femelle. « Laisse-la par terre, » me dit Karl. « Il l'approchera tout à l'heure. » Il approchait en effet, insouciant du danger, affolé par son amour de bête, pour l'autre bête que j'avais tuée. Karl tira. Ce fut comme si on avait coupé la corde qui tenait suspendu l'oiseau. Je vis une chose noire qui tombait. J'entendis dans les roseaux le bruit d'une chute, et Pierrot me le rapporta. Je l'ai mis, froid déjà, dans le même carnier, et je repartis ce jour-là pour Paris. Troisième partie. Le trou. Coups et blessures ayant occasionné la mort. Tel était le chef d'accusation qui faisait comparaître en cour d'assises le sieur Léopold de Renard, tapissier. Autour de lui, les principaux témoins. La dame Flamèche, veuve de la victime, les nommés Louis Ladureau, ouvrier ébéniste, et Jean Durdan, plombier. Près du criminel, sa femme en noir, petite, laide, l'air d'une guenon habillée en dame. Et voici comment Renard Léopold raconte le drame. Mon Dieu, c'est un malheur dont je fus tout le temps la première victime, et dont ma volonté n'est pour rien. Les faits se commentent d'eux-mêmes, monsieur le président. Je suis un honnête homme de travail, tapissier dans la même rue depuis 16 ans, connu, aimé, respecté, considéré de tous, comme en ont attesté les voisins, même la concierge qui n'est pas folâtre tous les jours. J'aime le travail, j'aime l'épargne, j'aime les honnêtes gens et les plaisirs honnêtes. Voilà ce qui m'a perdu. Tant pis pour moi. Ma volonté n'y étant pas, je continue à me respecter. Donc tous les dimanches, mon épouse que voilà et moi, depuis 5 ans, nous allons passer la journée à Poissy. Ça nous fait prendre l'air, sans compter que nous aimons la pêche à la ligne. Oh, mais là, nous l'aimons comme des petits oignons. C'est Mélie qui m'a donné cette passion-là. La rosse, et qu'elle y est plus emportée que moi, la teigne, vu que tout le mal vient d'elle en cette affaire-là, comme vous l'allez voir par la suite. Moi, je suis fort et doux, pas méchant pour dessous. Mais elle, oh là là, ça n'a l'air de rien, c'est petit, c'est maigre, eh bien, c'est plus malfaisant qu'une fouine. Je ne nie pas qu'elle ait des qualités, elle en a, et d'importantes pour un commerçant. Mais son caractère, parlez-en aux alentours, et même à la concierge qui m'a déchargée tout à l'heure. Elle vous en dira des nouvelles. Tous les jours, elle me reprochait ma douceur. C'est moi qui ne me laisserai pas faire ci, c'est moi qui ne me laisserai pas faire ça. En l'écoutant, monsieur le président,
J'aurais eu au moins 3 duels au pugilat par mois. Madame Renard l'interrompit. Cause toujours. Qui rira bien qui rira le dernier. Il se tourna vers elle avec candeur. Eh bien, je peux te charger puisque t'es pas en cause, toi. Puis, faisant de nouveau face au président. Lors, je continue. Donc, nous allions à Poissy tous les samedis soirs pour y pêcher dès l'aurore du lendemain. C'est une habitude pour nous, qui est devenue une seconde nature, comme on dit. J'avais découvert, voilà 3 ans, cet été, une place. Mais une place! Oh là là! À l'ombre, 8 pieds d'eau au moins, peut-être 10, un trou quoi, avec des retrous sous la berge, une vraie niche à poissons, un paradis pour le pêcheur. Ce trou-là, monsieur le président, je pouvais le considérer comme à moi, vu que j'en étais le Christophe Colomb. Tout le monde le savait dans le pays, tout le monde sans opposition. On disait « ça, c'est la place à Renard ». Et personne n'y serait venu, pas même monsieur Plumeau, qui est connu, soit dit sans l'offenser, pour chipper les places des autres. Donc, sûr de mon endroit, j'y revenais comme un propriétaire. À peine arrivé, le samedi, je montais dans Dalila avec mon épouse. Dalila, c'est ma norvégienne, un bateau que j'ai fait construire chez Fournaise, quelque chose de léger et de sûr. Je dis que nous montons dans Dalila et nous allons amorcer. Pour amorcer, il n'y a que moi, et ils le savent bien, les camarots. Vous me demanderez avec quoi j'amorce? Je peux pas répondre. Ça ne touche point à l'accident. Je ne peux pas répondre. C'est mon secret. Ils sont plus de 200 qui me l'ont demandé. On m'en a offert des petits verres et des fritures et des matelotes pour me faire causer. Mais va voir Sylvienne, échevaine. Oh oui, on m'a tapé sur le ventre pour la connaître, ma recette. Il n'y a que ma femme qui la sait. Et elle ne la dira pas plus que moi. Pas vrai, Mélie? Le président l'interrompit. Arrivez au fait le plus tôt possible. Le prévenu reprit. J'y viens, j'y viens. Donc, le samedi 8 juillet, partis par le train de 5h25, nous allâmes, dès avant dîner, amorcer comme tous les samedis. Le temps s'annonçait bien. Je disais à Amélie, chouette, chouette pour demain. Et elle répondait, ça promet. Nous ne causons jamais plus que ça ensemble. Et puis nous revenons dîner. J'étais content, j'avais soif. C'est cause de tout, monsieur le président. Je dis à Amélie, tiens, Amélie, il fait beau. Et si je buvais une bouteille de casque à mèche? C'est un petit vin blanc que nous avons baptisé comme ça. Parce que si on en boit trop, il vous empêche de dormir et il remplace le casque à mèche. Vous comprenez? Elle me répond, tu peux faire à ton idée, mais tu seras encore malade et tu ne pourras pas te lever demain. Ça, c'était vrai. C'était sage, c'était prudent, c'était perspicace, je le confesse. Néanmoins, je ne sus pas me contenir et je la bus ma bouteille. Tout vint de là. Donc je ne pus pas dormir. Christi, je l'ai eu jusqu'à 2 heures du matin, ce casque à mèche en jus de raisin. Et puis pouf, je m'endors. Mais là, je dors, à ne pas entendre gueuler l'ange du jugement dernier. Bref, ma femme me réveille à 6 heures, je saute du lit, je passe vite et vite ma culotte et ma vareuse, un coup d'eau sur le museau, et nous sautons dans Dalila. Trop tard. Quand j'arrive à mon trou, il était pris. Jamais ça n'était arrivé, monsieur le président. Jamais depuis 3 ans. Ça m'a fait un effet, comme si on me dévalisait sous mes yeux. Je dis nom d'un nom, d'un nom d'un nom, nom d'un nom d'un nom d'un nom. Et v'là ma femme qui commence à me harceler. Ah, ton casque à mèche, va donc sous l'eau, es-tu content, grande bête? Je ne disais rien. C'était vrai tout ça. Je débarque tout de même près de l'endroit pour tâcher de profiter des restes, et peut-être qu'il ne prendrait rien, cet homme, et qu'il s'en irait. C'était un petit maigre, en coutil blanc, avec un grand chapeau de paille. Il avait aussi sa femme, une grosse, qui faisait de la tapisserie derrière lui. Quand elle nous vit nous installer près du lieu, v'là qu'elle murmure. Il n'y a donc pas d'autre place sur la rivière? Et la mienne qui rageait de répondre. Les gens qui ont du savoir-vivre s'informent des habitudes d'un pays avant d'occuper les endroits réservés. Comme je ne voulais pas d'histoire, je lui dis. Tais-toi, Amélie. Laisse faire, nous verrons bien. Donc nous avons mis Dalila sous les saules. Nous étions descendus et nous pêchions, coude à coude, Mélie et moi, juste à côté des 2 autres. Ici, monsieur le président, il faut que j'entre dans le détail. Il n'y avait pas 5 minutes que nous étions là, quand la ligne du voisin se met à plonger 2 fois, 3 fois. Et puis voilà qu'il en ramène un, de chevenne, gros comme ma cuisse, un peu moins peut-être,
mais presque. Moi, le cœur me bat, j'ai une sueur aux tempes et Mélie qui me dit « Ah, Pochard, l'as-tu vu celui-là ?» Sur ces entrefaites, Monsieur Bru, l'épicier de Poissy, un abatteur de goujons, lui passe en barque et me crie « On vous a pris votre endroit, monsieur Renard ?» Je lui réponds « Oui, monsieur Bru, il y a dans ce monde des gens pas délicats qui ne savent pas les usages. » Le petit Coutil, d'à côté, avait l'air de ne pas entendre. Sa femme non plus. Sa grosse femme. Un veau, quoi. Le président interrompit une seconde fois. « Prenez garde. Vous insultez madame veuve Flamèche, ici présente. » Renard s'exclama. « Pardon, pardon, c'est la passion qui m'emporte. » Donc, il ne s'était pas écoulé un quart d'heure que le petit Coutil en prit encore un de chevaine, et un autre presque par-dessus, et encore un 5 minutes plus tard. Moi, j'en avais les larmes aux yeux. Et puis je sentais madame Renard en ébullition. Elle me lancicotait sans cesse. « Ah, misère! Crois-tu qu'il te le vole, ton poisson? Crois-tu? Tu ne prendras rien, toi, pas une grenouille. Rien de rien, de rien. Tiens, j'ai du feu dans la main, rien que d'y penser. » Moi, je me disais, attendons midi. Il ira déjeuner, ce braconnier-là, et je la reprendrai, ma place. Vu que moi, monsieur le président, je déjeune sur les lieux, tous les dimanches. Nous apportons les provisions dans Dalila. Ah oui, midi sonne. Il avait un poulet dans un journal, le malfaiteur. Et pendant qu'il mange, v'là qu'il en prend encore un, de chevaine. Mélie et moi, nous cassions une croûte aussi, comme ça, sur le pouce, presque rien. Le cœur n'y était pas. Alors, pour faire digestion, je prends mon journal. Tous les dimanches, comme ça, je lis le Gil Blas, à l'ombre, au bord de l'eau. C'est le jour de Colombine, vous savez bien, Colombine qui écrit des articles dans le Gil Blas. J'avais coutume de faire enrager madame Renard en prétendant la connaître, cette Colombine. C'est pas vrai, je la connais pas. Je l'ai jamais vue, n'importe, elle écrit bien. Et puis elle dit des choses rudement d'aplomb pour une femme. Moi, elle me va, il y en a pas beaucoup dans son genre. V'là donc que je commence à asticoter mon épouse, mais elle se fâche tout de suite, et raide encore. Donc je me tais. C'est à ce moment qu'arrivent de l'autre côté de la rivière nos deux témoins que voilà, monsieur Ladurot et monsieur Durdan. Nous nous connaissions de vue. Le petit s'est remis à pêcher. Il en prenait que j'en tremblais, moi, et sa femme se met à dire « La place est rudement bonne, nous y reviendrons toujours, Désiré. » Moi, je me sens un froid dans le dos. Et madame Renard répétait « T'es pas un homme, t'es pas un homme, t'as du sang de poulet dans les veines. » Je lui dis soudain « Tiens, j'aime mieux m'en aller, je ferai quelques bêtises. » Et elle me souffle, comme si elle m'eût mis un fer rouge sous le nez. « T'es pas un homme, v'là que tu fuis maintenant, que tu rends la place. Va donc, bazaine. » Là, je me suis sentie touchée. Cependant, je ne bronche pas, mais l'autre, il lève une brème. Oh, jamais j'en en avais vu de telle. Jamais. Et rev'là ma femme, qui se met à parler haut, comme si elle pensait. Vous voyez d'ici la malice, elle disait. C'est ça qu'on peut appeler du poisson volé. Vu que nous avons amorcé la place nous-mêmes, il faudrait rendre au moins l'argent dépensé pour l'amorce. Alors, la grosse au petit Coutil se mit à dire à son tour. C'est à nous que vous en avez, madame. J'en ai aux voleurs de poissons qui profitent de l'argent dépensé par les autres. C'est nous que vous appelez des voleurs de poissons? Et voilà qu'elles s'expliquent. Et puis qu'elles en viennent au mot. Christi, elles en savent les gueuses et de taper. Elles gueulaient si fort que nos deux témoins, qui étaient sur l'autre berge, se mettent à crier pour rigoler. « Eh là-bas, un peu de silence. Vous allez empêcher vos époux de pêcher. » Le fait est que le petit Coutil et moi, nous ne bougions pas plus que de souches. Nous restions là, le nez sur l'eau, comme si nous n'avions pas entendu. Christi de Christi, nous entendions bien pourtant. Vous n'êtes qu'une menteuse, vous n'êtes qu'une traînée, vous n'êtes qu'une roulure, vous n'êtes qu'une rouchie. Et va donc, et va donc. Un matelot n'en sait pas plus. Soudain, j'entends un bruit derrière moi, je me retourne, c'était l'autre. La grosse qui tombait sur ma femme à coups d'ombrelle. Pan! Mélie en reçoit deux, mais elle rage, Mélie. Et puis elle tape quand elle rage. Elle vous attrape la grosse par les cheveux, et puis vlan, des gifles qui pleuvaient comme des prunes. Moi, je les aurais laissées faire. Les femmes entre elles, les hommes entre eux. Il ne faut pas mêler les coups.
Mais le petit Coutil se lève comme un diable et puis il veut sauter sur ma femme. Ah mais non! Ah mais non! Pas de ça, camarade! Moi je le reçois sur le bout de mon poing. Cet oiseau-là, aignon, un dans le nez, un dans le nez, un dans le ventre. Il lève les bras, il lève la jambe et il tombe sur le dos, en pleine rivière, juste dans le trou. Je l'aurais repêché, monsieur le président, pour sûr, si j'avais eu le temps tout de suite. Mais pour comble, la grosse prenait le dessus, et elle vous tripotait Mélie de la belle façon. Je sais bien que j'aurais pas dû la secourir pendant que l'autre buvait son coup, mais je ne pensais pas qu'il serait noyé. Je me disais, bah, ça le rafraîchira. Je cours donc aux femmes pour les séparer, et j'en reçois des nions, des coups d'ongles et des coups de dents. Christi, quelle rosse! Bref, il me fallut bien 5 minutes, peut-être 10, pour séparer ces 2 crampons-là. Je me retourne, plus rien. L'eau calme comme un lac, et les autres là-bas qui criaient « Repêchez-le! Repêchez-le !» C'est bon à dire ça, mais je sais pas nager, moi, et plonger encore moins pour sûr. Enfin, le barragiste est venu, et 2 messieurs avec des gaffes. Ça avait duré un grand quart d'heure. On l'a retrouvé au fond du trou, sous 8 pieds d'eau, comme je l'avais dit, mais il y était, le petit Coutil. Voilà les faits tels que je les jure. Je suis innocent, sur l'honneur. Les témoins ayant déposé dans le même sens, le prévenu fut acquitté. Quatrième partie. Sauvée. Elle entra comme une balle qui crève une vitre, la petite marquise de Renedon, et elle se mit à rire avant de parler, à rire aux larmes comme elle avait fait 1 mois plus tôt, en annonçant à son amie qu'elle avait trompé le marquis pour se venger, rien que pour se venger, et rien qu'une fois, parce qu'il était vraiment trop bête et trop jaloux. La petite baronne de Grangerie avait jeté sur son canapé le livre qu'elle lisait, et elle regardait Annette avec curiosité, riant déjà elle-même. Enfin, elle demanda « Qu'est-ce que tu as encore fait ?»« Oh, ma chère, c'est trop drôle, trop drôle. Figure-toi, je suis sauvée, sauvée, sauvée. » « Comment sauvée ?»« Oui, sauvée. »« De quoi ?»« De mon mari, ma chère. Sauvée, délivrée, libre, libre, libre. »« Comment libre ? En quoi ? En quoi ? Le divorce ? Oui, le divorce. Je tiens le divorce. »« Tu es divorcée ? » ?»« Non, pas encore que tu es sotte. On ne divorce pas en 3 heures. Mais j'ai des preuves qu'il me trompe. Un flagrant délit. Songe, un flagrant délit. Je le tiens. Oh, dis-moi ça. Alors il te trompait ? Oui, c'est-à-dire non. Oui et non, je ne sais pas. Enfin, j'ai des preuves, c'est l'essentiel. Comment as-tu fait ? Comment j'ai fait ? Voilà. Oh, j'ai été forte, rudement forte. Depuis 3 mois, il était devenu odieux, tout à fait odieux, brutal, grossier, despote, ignoble enfin. Je me suis dit, ça ne peut pas durer, il me faut le divorce, mais comment ? Ça n'était pas facile. J'ai essayé de me faire battre par lui. Il n'a pas voulu. Il me contrariait du matin au soir, me forçait à sortir quand je ne voulais pas, à rester chez moi quand je désirais dîner en ville. Il me rendait la vie insupportable d'un bout à l'autre de la semaine, mais il ne me battait pas. Alors j'ai tâché de savoir s'il avait une maîtresse. Oui, il en avait une, mais il prenait 1000 précautions pour aller chez elle. Ils étaient imprenables ensemble. Alors devine ce que j'ai fait. Je ne devine pas. Oh, tu ne devineras jamais. J'ai prié mon frère de me procurer une photographie de cette fille. De la maîtresse de ton mari ? Oui. Ça a coûté 15 louis à Jacques, le prix d'un soir, de 7 heures à minuit, dîner compris, 3 louis l'heure. Il a obtenu la photographie par-dessus le marché. Il me semble qu'il aurait pu l'avoir à moins, en usant d'une ruse quelconque et sans être obligé de prendre en même temps l'original. Oh, elle est jolie. Ça ne déplaisait pas à Jacques. Et puis moi, j'avais besoin de détails sur elle, de détails physiques sur sa taille, sur sa poitrine, sur son teint, sur 1000 choses enfin. Je ne comprends pas. Tu vas voir. Quand j'ai connu tout ce que je voulais savoir, je me suis rendue chez chez un homme d'affaires, tu sais,
de ces hommes qui font des affaires de toutes sortes, de toute nature, des agents de publicité et de complicité, de ces hommes, enfin, tu comprends? Oui, à peu près. Et tu lui as dit? Je lui ai dit, en lui montrant la photographie de Clarisse, elle s'appelle Clarisse, Monsieur, il me faut une femme de chambre qui ressemble à ça. Je la veux jolie, élégante, fine, propre. Je la paierai ce qu'il faudra. Si ça me coûte 10 000 francs, tant pis. Je n'en aurai pas besoin plus de 3 mois. Il avait l'air très étonné, cet homme. Il demanda, Madame la veut-elle irréprochable? Je rougis, et je balbutiai. Mais oui, comme probité. Il reprit. Et comme mœurs? Je n'osais pas répondre. Je fis seulement un signe de tête qui voulait dire non. Puis tout à coup je compris qu'il avait un horrible soupçon et je m'écriai, perdant l'esprit. Oh, monsieur, c'est pour mon mari, qui me trompe en ville, et je veux qu'il me trompe chez moi, vous comprenez, pour le surprendre. Alors l'homme se mit à rire, et je compris à son regard qu'il m'avait rendu son estime. Il me trouva même très forte. J'aurais bien parié qu'à ce moment-là, il avait envie de me serrer la main. Il me dit, dans 8 jours, madame, j'aurai votre affaire, et nous changerons de sujet s'il le faut. Je réponds du succès. Vous ne me paierez qu'après réussite. Ainsi, cette photographie représente la maîtresse de monsieur votre mari? Oui, monsieur. Une belle personne. Une fausse maigre. Et quel parfum? Je ne comprenais pas. Je répétais, comment? Quel parfum? Il sourit. Oui, madame. Le parfum est essentiel pour séduire un homme, car cela lui donne des ressouvenirs inconscients qui le disposent à l'action. Le parfum établit des confusions obscures dans son esprit, le trouble et l'énerve en lui rappelant ses plaisirs. Il faudrait tâcher de savoir aussi ce que monsieur votre mari a l'habitude de manger quand il dîne avec cette dame. Vous pourriez lui servir les mêmes plats le soir où vous le pincerez. Oh, nous le tenons, madame, nous le tenons. Je m'en allais, enchantée. J'étais tombée là vraiment sur un homme très intelligent. 3 jours plus tard, je vis arriver chez moi une grande fille très brune, très belle, avec l'air modeste et hardi en même temps, un singulier air de rouée. Elle fut très convenable avec moi. Comme je ne savais pas trop qui c'était, je l'appelais mademoiselle, et alors elle me dit « Oh, madame peut m'appeler Rose tout court. » Nous commençâmes à causer. « Eh bien, Rose, vous savez pourquoi vous êtes ici? » « Je m'en doute, madame. »« Fort bien, ma fille. Et cela ne vous ennuie pas trop? » ?»« Oh, madame, c'est le 8e divorce que je fais. J'y suis habituée. »« Alors, parfait. Vous faut-il longtemps pour réussir? » ?»« Oh, madame, cela dépend tout à fait du tempérament de monsieur. Quand j'aurai vu monsieur 5 minutes en tête-à-tête, je pourrai répondre exactement à madame. »« Vous le verrez tout à l'heure, mon enfant, mais je vous préviens qu'il n'est pas beau. »« Cela ne fait rien, madame. J'en ai séparé déjà des très laids, mais je demanderai à madame si elle s'est informée du parfum. »« Oui, ma bonne Rose, la verveine. »« Tant mieux, madame. J'aime beaucoup cette odeur-là. Madame peut-elle me dire aussi si la maîtresse de monsieur porte du linge de soie? » ?»« Non, mon enfant, de la batiste, avec dentelle. »« Oh! Alors c'est une personne comme il faut. Le linge de soie commence à devenir commun. C'est très vrai ce que vous dites là. Eh bien, madame, je vais prendre mon service. » Elle prit son service en effet, immédiatement, comme si elle n'eût fait que cela toute sa vie. 1 heure plus tard, mon mari rentrait. Rose ne leva même pas les yeux sur lui, mais il leva les yeux sur elle, lui. Elle sentait déjà la verveine à plein nez. Au bout de 5 minutes, elle sortit. Il me demanda aussitôt, « Qu'est-ce que cette fille-là? »« Mais, ma nouvelle femme de chambre. Où l'avez-vous trouvée? » ?»« C'est la baronne de Grangerie qui me l'a donnée, avec les meilleurs renseignements. »« Ah, elle est assez jolie. »« Oh, vous trouvez? Mais oui, pour une femme de chambre. » J'étais ravie. Je sentais qu'il mordait déjà. Le soir même, Rose me disait, « Je puis maintenant promettre à madame que cela ne durera pas plus de 15 jours. Monsieur est très facile. »« Ah, vous avez déjà essayé? »« Non, madame, mais ça se voit, au premier coup d'œil. Il a déjà envie de m'embrasser en passant à côté de moi. »« Il ne vous a rien dit? »« Non, madame, il m'a seulement demandé mon nom, pour entendre le son de ma voix. »
Très bien, ma bonne Rose. Allez le plus vite que vous pourrez. Que madame ne craigne rien. Je ne résisterai que le temps nécessaire pour ne pas me déprécier. Au bout de 8 jours, mon mari ne sortait presque plus. Je le voyais rôder tout l'après-midi dans la maison. Et ce qu'il y avait de plus significatif dans son affaire, c'est qu'il ne m'empêchait plus de sortir, et moi j'étais dehors toute la journée, pour le laisser libre. Le 9e jour, comme Rose me déshabillait, elle me dit d'un air timide. C'est fait, madame, de ce matin. Je fus un peu surprise, à rien émue même, non de la chose, mais plutôt de la manière dont elle me l'avait dite. Je balbutiai. Et ça s'est bien passé? Oh, très bien, madame. Depuis 3 jours déjà, il me pressait, mais je ne voulais pas aller trop vite. Madame me préviendra du moment où elle désire le flagrant délit. Oui, ma fille. Tenez, prenons jeudi. Va pour jeudi, madame. Je n'accorderai rien jusque-là pour tenir monsieur en éveil. Vous êtes sûre de ne pas manquer? Oh oui, madame, très sûre. Je vais allumer monsieur dans les grands prix de façon à le faire donner juste à l'heure que madame voudra bien me désigner. Prenons 5 heures, ma bonne Rose. Ça va pour 5 heures, madame. Et à quel endroit? Mais dans ma chambre? Soit, dans la chambre de madame. Alors, ma chérie, tu comprends ce que j'ai fait? J'ai été chercher papa et maman d'abord, et puis mon oncle d'Orvelin, le président, et puis monsieur Rappelet, le juge, l'ami de mon mari. Je ne les ai pas prévenus de ce que j'allais leur montrer. Je les ai fait entrer tous sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de ma chambre. J'ai attendu 5 heures. 5 heures juste. Oh, comme mon cœur battait. J'avais fait monter aussi le concierge pour avoir un témoin de plus, et puis au moment où la pendule commence à sonner, pan! J'ouvre la porte toute grande. Ah ah ah! Ça y était en plein, ma chère. Oh, quelle tête, si tu avais vu sa tête! Et il s'est retourné, l'imbécile. Ah, qu'il était drôle, je riais. Et papa qui s'est fâché, qui voulait battre mon mari. Et le concierge, un bon serviteur, qui l'aidait à se rhabiller devant nous. Il boutonnait ses bretelles, que c'était farce. Quant à Rose, parfaite, absolument parfaite. Elle pleurait très bien. C'est une fille précieuse. Si tu en as jamais besoin, n'oublie pas. Et me voici. Je suis venue tout de suite te raconter la chose, tout de suite. Je suis libre. Vive le divorce. Et elle se mit à danser au milieu du salon, tandis que la petite baronne, songeuse et contrariée, murmurait. Pourquoi ne m'as-tu pas invitée à voir ça? Cinquième partie. Clochette. Sont-ils étranges, ces anciens souvenirs qui vous hantent sans qu'on puisse se défaire d'eux? Celui-là est si vieux, que je ne saurais comprendre comment il est resté si vif et si tenace dans mon esprit. J'ai vu depuis tant de choses sinistres, émouvantes ou terribles, que je m'étonne de ne pouvoir passer un seul jour, sans que la figure de la mère Clochette ne se retrace devant mes yeux, telle que je la connus, autrefois, voilà si longtemps, quand j'avais 10 ou 12 ans. C'était une vieille couturière qui venait une fois par semaine, tous les mardis, raccommoder le linge chez mes parents. Mes parents habitaient une de ces demeures de campagne appelées châteaux, et qui sont simplement d'antiques maisons à toit aigu, dont dépendent 4 ou 5 fermes groupées autour. Le village, un gros village, un bourg, apparaissait à quelques centaines de mètres, serré autour de l'église, une église de briques rouges devenue noire avec le temps. Donc, tous les mardis, la mère Clochette arrivait entre 6h30 et 7h du matin et montait aussitôt dans la lingerie se mettre au travail. C'était une haute femme maigre, barbue, ou plutôt poilue. Mais elle avait la barbe sur toute la figure, une barbe surprenante, inattendue, poussée par bouquets invraisemblables, par touffes frisées, qui semblaient semées par un fou à travers ce grand visage de gendarme en jupe. Elle en avait sur le nez, sous le nez, autour du nez, sur le menton, sur les joues. Et ses sourcils, d'une épaisseur et d'une longueur extravagantes, tout gris, touffus, hérissés, avaient tout à fait l'air d'une paire de moustaches placées là par erreur. Elle boitait,
non pas comme boitent les estropiés ordinaires, mais comme un navire à l'ancre. Quand elle posait sur sa bonne jambe son grand corps osseux et dévié, elle semblait prendre son élan pour monter sur une vague monstrueuse. Puis tout à coup, elle plongeait, comme pour disparaître dans un abîme, elle s'enfonçait dans le sol. Sa marche éveillait bien l'idée d'une tempête, tant elle se balançait en même temps, et sa tête, toujours coiffée d'un énorme bonnet blanc, dont les rubans lui flottaient dans le dos, semblait traverser l'horizon, du nord au sud et du sud au nord, à chacun de ses mouvements. J'adorais cette mère Clochette. Aussitôt levée, je montais dans la lingerie où je la trouvais installée à coudre, une chaufferette sous les pieds. Dès que j'arrivais, elle me forçait à prendre cette chaufferette et à m'asseoir dessus pour ne pas m'enrhumer dans cette vaste pièce froide, placée sous le toit. « Ça te tire le sang de la gorge, disait-elle. Elle me contait des histoires, tout en reprisant le linge avec ses longs doigts crochus, qui étaient vifs. Ses yeux, derrière ses lunettes au verre grossissant, car l'âge avait affaibli sa vue, me paraissaient énormes, étrangement profonds, doubles. Elle avait, autant que je puis me rappeler les choses qu'elle ne disait et dont mon cœur d'enfant était remué, une âme magnanime de pauvre femme. Elle voyait gros et simple. Elle me contait les événements du bourg, l'histoire d'une vache qui s'était sauvée de l'étable et qu'on avait retrouvée un matin devant le moulin de Prosper Mallet, regardant tourner les ailes de bois, ou l'histoire d'un œuf de poule découvert dans le clocher de l'église sans qu'on eût jamais compris quelle bête était venue le pondre là, ou l'histoire du chien de Jean-Jean Pilat, qui avait été reprendre à 10 lieues du village la culotte de son maître volée par un passant, tandis qu'elle séchait devant la porte après une course à la pluie. Elle me contait ses naïves aventures de telle façon qu'elle prenait en mon esprit des proportions de drames inoubliables, de poèmes grandioses et mystérieux. Et les contes ingénieux inventés par des poètes, et que me narrait ma mère le soir, n'avaient point cette saveur, cette ampleur, cette puissance des récits de la paysanne. Or, un mardi, comme j'avais passé toute la matinée à écouter la mère Clochette, je voulus remonter près d'elle dans la journée, après avoir été cueillir des noisettes avec le domestique au bois des Halles, derrière la ferme de Noirpré. Je me rappelle tout cela aussi nettement que les choses d'hier. Or, en ouvrant la porte de la lingerie, j'aperçus la vieille couturière étendue sur le sol, à côté de sa chaise, la face par terre, les bras allongés, tenant encore son aiguille d'une main et de l'autre une de mes chemises. Une de ses jambes, dans un bas bleu, la grande sans doute, s'allongeait sous sa chaise, et les lunettes brillaient au pied de la muraille, ayant roulé loin d'elle. Je me sauvai en poussant des cris aigus. On accourut, et j'appris au bout de quelques minutes que la mère Clochette était morte. Je ne saurais dire l'émotion profonde, poignante, terrible, qui crispa mon cœur d'enfant. Je descendis à petits pas dans le salon, et j'allai me cacher dans un coin sombre, au fond d'une immense et antique bergère où je me mis à genoux pour pleurer. Je restai là longtemps sans doute, car la nuit vint. Tout à coup on entra avec une lampe, mais on ne me vit pas, et j'entendis mon père et ma mère causer avec le médecin dont je reconnus la voix. On l'avait été chercher bien vite, et il expliquait les causes de l'accident. Je n'y compris rien d'ailleurs. Puis il s'assit et accepta un verre de liqueur avec un biscuit. Il parlait toujours, et ce qu'il dit alors me reste, et me restera gravé dans l'âme jusqu'à ma mort. Je crois que je puis reproduire même presque absolument les termes dont il se servit. « Ah, disait-il, la pauvre femme, ce fut ici ma première cliente. Elle se cassa la jambe le jour de mon arrivée, et je n'avais pas eu le temps de me laver les mains en descendant de la diligence quand on vint me quérir en toute hâte, car c'était grave, très grave. Elle avait 17 ans, et c'était une très belle fille, très belle, très belle. L'aurait-on cru ? Quant à son histoire, je ne l'ai jamais dite, et personne hors moi et un autre, qui n'est plus dans le pays, ne l'a jamais su. Maintenant qu'elle est morte, je puis être moins discret. À cette époque-là venait de s'installer dans le bourg un jeune aide-instituteur qui avait une jolie figure et une belle taille de sous-officier. Toutes les filles lui couraient après, et il faisait le dédaigneux, ayant grand peur d'ailleurs du maître d'école, son supérieur, le père Grabu, qui n'était pas bien levé tous les jours.
Le père Grabu employait déjà comme couturière la belle Hortense, qui vient de mourir chez vous et qu'on baptisa plus tard Clochette, après son accident. L'aide instituteur distingua cette belle fillette, qui fut sans doute flattée d'être choisie par cet imprenable conquérant. Toujours est-il qu'elle l'aima, et qu'il obtint un premier rendez-vous, dans le grenier de l'école, à la fin d'un jour de couture, la nuit venue. Elle fit donc semblant de rentrer chez elle, mais au lieu de descendre l'escalier en sortant de chez les Grabu, elle le monta, et alla se cacher dans le foin pour attendre son amoureux. Il l'y rejoignit bientôt, et il commençait à lui conter Fleurette, quand la porte de ce grenier s'ouvrit de nouveau, et le maître d'école parut et demanda « Qu'est-ce que vous faites là-haut, Sigisbert ?» Sentant qu'il serait pris, le jeune instituteur, affolé, répondit stupidement « J'étais monté me reposer un peu sur les bottes, monsieur Grabu. » Ce grenier était très grand, très vaste, absolument noir. Et Sigisbert poussait vers le fond la jeune fille effarée en répétant « Allez là-bas, cachez-vous, je vais perdre ma place, sauvez-vous, cachez-vous !» Le maître d'école, entendant murmurer, reprit « Vous n'êtes donc pas seul ici ?»« Mais oui, monsieur Grabu. Mais non, puisque vous parlez. »« Je vous jure que oui, monsieur Grabu. »« C'est ce que je vais savoir, reprit le vieux. Et fermant la porte à double tour, il descendit chercher une chandelle. Alors le jeune homme, un lâche comme on en trouve souvent, perdit la tête et il répétait, paraît-il, devenu furieux tout à coup, « Mais cachez-vous, qu'il ne vous trouve pas. Vous allez me mettre sans pain pour toute ma vie. Vous allez briser ma carrière. Cachez-vous donc !» On entendait la clé qui tournait de nouveau dans la serrure. Hortense courut à la lucarne qui donnait sur la rue, l'ouvrit brusquement, puis d'une voix basse et résolue. « Vous viendrez me ramasser quand il sera parti, » dit-elle. Et elle sauta. Le père Grabu ne trouva personne et redescendit, fort surpris. Un quart d'heure plus tard, M. Sigisbert entrait chez moi et me contait son aventure. La jeune fille était restée au pied du mur, incapable de se lever, étant tombée de 2 étages. J'allais la chercher avec lui. Il pleuvait à verse, et j'apportais chez moi cette malheureuse dont la jambe droite était brisée à 3 places, et dont les os avaient crevé les chairs. Elle ne se plaignait pas, et disait seulement avec une admirable résignation « Je suis punie, bien punie. » Je fis venir du secours et les parents de l'ouvrière, à qui je contai la fable d'une voiture emportée qu'il avait renversée et estropiée devant ma porte. On me crut, et la gendarmerie chercha en vain pendant un mois l'auteur de cet accident. Voilà. Et je dis que cette femme fut une héroïne, de la race de celles qui accomplissent les plus belles actions historiques. Ce fut là son seul amour. Elle est morte vierge. C'est une martyre, une grande âme, une dévouée sublime. Et si je ne l'admirais pas absolument, je ne vous aurais pas conté cette histoire que je n'ai jamais voulu dire à personne pendant sa vie. Vous comprenez pourquoi. Le médecin s'était tu. Maman pleurait. Papa prononça quelques mots que je ne saisis pas bien, puis ils s'en allèrent. Et je restai à genoux sur ma bergère, sanglotant, pendant que j'entendais un bruit étrange de pas lourds et de heurts dans l'escalier. On emportait le corps de Clochette. Sixième partie. Le marquis de Fumerolles. Roger de Tourneville, au milieu du cercle de ses amis, parlait, à cheval sur une chaise. Il tenait un cigare à la main et de temps en temps aspirait et soufflait un petit nuage de fumée. Nous étions à table quand on apporta une lettre. Papa l'ouvrit. Vous connaissez bien papa, qui croit faire l'intérim du roi en France. Moi je l'appelle Don Quichotte, parce qu'il s'est battu pendant 12 ans contre le moulin à vent de la République, sans bien savoir si c'était au nom des Bourbons ou bien au nom des Orléans. Aujourd'hui, il tient la lance au nom des Orléans seuls, parce qu'il n'y a plus qu'eux. Dans tous les cas, papa se croit le premier gentilhomme de France, le plus connu, le plus influent, le chef du parti. Et comme il est sénateur inamovible, il considère les rois des environs comme ayant des trônes peu sûrs. Quant à maman, c'est l'âme de papa. C'est l'âme de la royauté et de la religion, le bras droit du Dieu sur terre, et le fléau des malpensants. Donc, on apporta une lettre pendant que nous étions à table.
Papa l'ouvrit, la lut, puis il regarda maman et lui dit « Ton frère est à l'article de la mort. » Maman pâlit. Presque jamais on ne parlait de mon oncle dans la maison. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Je savais seulement par la voie publique qu'il avait mené et menait encore une vie de polichinelle. Ayant mangé sa fortune avec un nombre incalculable de femmes, il n'avait conservé que 2 maîtresses, avec lesquelles il vivait dans un petit appartement, rue des Martyrs. Ancien pair de France, ancien colonel de cavalerie, il ne croyait, disait-on, ni à Dieu, ni à diable. Doutant donc de la vie future, il avait abusé de toutes les façons de la vie présente, et il était devenu la plaie vive du cœur de maman. Elle dit « Donnez-moi cette lettre, Paul. » Quand elle eut fini de la lire, je la demandai à mon tour. La voici. « Monsieur le comte, je crois devoir vous faire à savoir que votre beau-frère le marquis de Fumerolles va mourir. Peut-être voudrez-vous prendre des dispositions et ne pas oublier que je vous ai prévenu. Votre servante Mélanie. » Papa murmura. « Il faut aviser. Dans ma situation, je dois veiller sur les derniers moments de votre frère. » Maman reprit. « Je vais chercher l'abbé Poivron et lui demander conseil. Puis j'irai trouver mon frère avec l'abbé et Roger. Vous, Paul, restez ici. Il ne faut pas vous compromettre. Une femme peut faire et doit faire ces choses-là. Mais pour un homme politique dans votre position, c'est autre chose. Un adversaire aurait beau jeu à se servir contre vous de la plus louable de vos actions. »« Vous avez raison, » dit mon père. « Faites suivant votre inspiration, ma chère amie. » Un quart d'heure plus tard, l'abbé Poivron entrait dans le salon, et la situation fut exposée, analysée, discutée sous toutes ses faces. Si le marquis de Fumerolles, un des grands noms de France, mourait sans les secours de la religion, le coup, assurément, serait terrible pour la noblesse en général et pour le comte de Tourneville en particulier. Les libres penseurs triompheraient, les mauvais journaux chanteraient victoire pendant 6 mois. Le nom de ma mère serait traîné dans la boue et dans la prose des feuilles socialistes, celui de mon père éclaboussé. Il était impossible qu'une pareille chose arrivât. Donc, une croisade fut immédiatement décidée, qui serait conduite par l'abbé Poivron, petit prêtre gras et propre, vaguement parfumé, un vrai vicaire de grande église dans un quartier noble et riche. Un landau fut attelé, et nous voici partis tous trois, maman, le curé et moi, pour administrer mon oncle. Il avait été décidé qu'on verrait d'abord madame Mélanie, auteure de la lettre, et qui devait être la concierge ou la servante de mon oncle. Je descendis en éclaireur devant une maison à 7 étages et j'entrai dans un couloir sombre où j'eus beaucoup de mal à découvrir le trou obscur du portier. Cet homme me toisa avec méfiance. Je demandai « Madame Mélanie, s'il vous plaît. »« Connais pas. »« Mais j'ai reçu une lettre d'elle. »« C'est possible, mais connais pas. »« C'est quelque entretenue que vous demandez ?»« Non, une bonne probablement. Elle m'a écrit pour une place. »« Une bonne. Une bonne. Peut-être là, celle au marquis. Allez voir. 5e à gauche. » Du moment que je ne demandais pas une entretenue, il était devenu plus aimable et il vint jusqu'au couloir. C'était un grand maigre avec des favoris blancs, un air bedeau et des gestes majestueux. Je grimpais en courant un long limaçon poisseux d'escalier dont je n'osais toucher la rampe et je frappais 3 coups discrets à la porte de gauche du 5e étage. Elle s'ouvrit aussitôt. Et une femme malpropre, énorme, se trouva devant moi, barrant l'entrée de ses bras ouverts qui s'appuyaient aux 2 portants. Elle grogna. « Qu'est-ce que vous demandez ? » ?»« Vous êtes madame Mélanie ? » ?»« Oui. »« Je suis le vicomte de Tourneville. »« Ah, bon, entrez. »« C'est que maman est en bas avec un prêtre. »« Ah, bon, allez les chercher, mais prenez garde au portier. » Je descendis, et je remontai avec maman qui suivait l'abbé. Il me sembla que j'entendais d'autres pas derrière nous. Dès que nous fûmes dans la cuisine, Mélanie nous offrit des chaises et nous nous assîmes tous les 4 pour délibérer. « Il est bien bas ?» demanda maman. « Ah oui, madame, il n'en a pas pour longtemps. »
Est-ce qu'il semble disposé à recevoir la visite d'un prêtre? Oh, je ne crois pas. Puis-je le voir? Mais oui, madame, mais seulement, ces demoiselles sont auprès de lui. Quelles demoiselles? Mais, mais ses bonnes amies, donc. Ah! Maman était devenue toute rouge. L'abbé Poivron avait baissé les yeux. Cela commençait à m'amuser, et je dis: si j'entrais le premier, je verrai comment il me recevra, et je pourrai peut-être préparer son cœur. Maman, qui n'y entendait pas malice, répondit: oui, mon enfant. Mais une porte s'ouvrit quelque part, et une voix de femme cria: Mélanie! La grosse bonne s'élança, répondit: qu'est-ce qu'il faut, mamselle Claire? L'omelette, bien vite! Dans 1 minute, mamselle. En revenant vers nous, elle expliqua cet appel. C'est une omelette au fromage qu'elles m'ont commandée pour 2 heures comme collation. Et tout de suite, elle cassa les œufs dans un saladier et se mit à les battre avec ardeur. Moi, je sortis sur l'escalier et je tirai la sonnette afin d'annoncer mon arrivée officielle. Mélanie m'ouvrit, me fit asseoir dans une antichambre, alla dire à mon oncle que j'étais là, puis revint me prier d'entrer. L'abbé se cacha derrière la porte pour paraître au premier signe. Assurément, je fus surpris en voyant mon oncle. Il était très beau, très solennel, très chic, ce vieux viveur. Assis, presque couché dans un grand fauteuil, les jambes enveloppées d'une couverture, de longues mains pâles, pendantes sur les bras du siège, il attendait la mort avec une dignité biblique. Sa barbe blanche tombait sur sa poitrine, et ses cheveux, tout blancs aussi, la rejoignaient sur les joues. Debout derrière son fauteuil, comme pour le défendre contre moi, 2 jeunes femmes, 2 grasses petites femmes, me regardaient avec des yeux hardis de filles. En jupe et en peignoir, bras nus, avec des cheveux noirs à la diable sur la nuque, chaussées de savates orientales à broderie d'or qui montraient les chevilles et les bas de soie, elles avaient l'air, auprès de ce moribond, des figures immorales d'une peinture symbolique. Entre le fauteuil et le lit, une petite table portant une nappe, 2 assiettes, 2 verres, 2 fourchettes et 2 couteaux, attendait l'omelette au fromage commandée tout à l'heure à Mélanie. Mon oncle dit d'une voix faible, essoufflée, mais nette: Bonjour, mon enfant. Il est tard pour me venir voir. Notre connaissance ne sera pas longue. Je balbutiai. Mon oncle, ce n'est pas ma faute. Il répondit: non, je le sais. C'est la faute de ton père et de ta mère, plus que la tienne. Comment vont-ils? Pas mal, je vous remercie. Quand ils ont appris que vous étiez malade, ils m'ont envoyé prendre de vos nouvelles. Ah! Pourquoi ne sont-ils pas venus eux-mêmes? Je levai les yeux sur les 2 filles et je dis doucement: ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pu venir, mon oncle. Mais il serait difficile pour mon père et impossible pour ma mère d'entrer ici. Le vieillard ne répondit rien, mais souleva sa main vers la mienne. Je pris cette main pâle et froide et je la gardai. La porte s'ouvrit. Mélanie entra avec l'omelette et la posa sur la table. Les 2 femmes, aussitôt, s'assirent devant leurs assiettes et se mirent à manger, sans détourner les yeux de moi. Je dis: mon oncle, ce serait une grande joie pour ma mère de vous embrasser. Il murmura: moi aussi, je voudrais. Il se tut. Je ne trouvais rien à lui proposer, et on n'entendait plus que le bruit des fourchettes sur la porcelaine et ce vague mouvement des bouches qui mâchent. Or, l'abbé, qui écoutait derrière la porte, voyant notre embarras et croyant la partie gagnée, jugea le moment venu d'intervenir, et il se montra. Mon oncle fut tellement stupéfait de cette apparition qu'il demeura d'abord immobile. Puis il ouvrit la bouche comme s'il voulait avaler le prêtre. Puis il cria d'une voix forte, profonde, furieuse: « Que venez-vous faire ici ?» L'abbé, accoutumé aux situations difficiles, avançait toujours, murmurant: « Je viens au nom de votre sœur, monsieur le marquis. C'est elle qui m'envoie. Elle serait si heureuse, monsieur le marquis. » Mais le marquis n'écoutait pas. Levant une main, il indiquait la porte d'un geste tragique et superbe, et il disait, exaspéré, haletant: « Sortez d'ici! Sortez d'ici!
Voleurs d'âme, sortez, sortez d'ici, violeurs de conscience, sortez d'ici, crocheteurs de portes des moribonds. Et l'abbé reculait. Et moi aussi, je reculais vers la porte, battant en retraite avec mon clergé. Et vengées, les deux petites femmes s'étaient levées, laissant leur omelette à demi mangée, et elles s'étaient placées des deux côtés du fauteuil de mon oncle, posant leurs mains sur ses bras pour le calmer, pour le protéger contre les entreprises criminelles de la famille et de la religion. L'abbé et moi nous rejoignîmes maman dans la cuisine, et Mélanie de nouveau nous offrit des chaises. « Je savais bien que ça n'irait pas tout seul, disait-elle. Il faut trouver autre chose, sinon il nous échappera. Et on recommença à délibérer. Maman avait un avis, l'abbé en soutenait un autre, j'en apportais un troisième. Nous discutions à voix basse depuis une demi-heure, peut-être, quand un grand bruit de meubles remués et des cris poussés par mon oncle, plus véhéments et plus terribles encore que les premiers, nous firent nous dresser tous les quatre. Nous entendions à travers les portes et les cloisons « Dehors, dehors, manant, cuistre, dehors, gredin, dehors, dehors !» Mélanie se précipita, puis revint aussitôt m'appeler à l'aide. J'accourus. En face de mon oncle soulevé par la colère, presque debout et vociférant, deux hommes, l'un derrière l'autre, semblaient attendre qu'il fût mort de fureur. À sa longue redingote ridicule, à ses longs souliers anglais, à son air d'instituteur sans place, à son col droit et à sa cravate blanche, à ses cheveux plats, à sa figure humble de faux prêtre d'une religion bâtarde, je reconnus aussitôt le premier pour un pasteur protestant. Le second était le concierge de la maison, qui, appartenant au culte réformé, nous avait suivis, avait vu notre défaite, et avait couru chercher son prêtre à lui dans l'espoir d'un meilleur sort. Mon oncle semblait fou de rage. Si la vue du prêtre catholique, du prêtre de ses ancêtres, avait irrité le marquis de Fumerolles, devenu libre penseur, l'aspect du ministre de son portier le mettait tout à fait hors de lui. Je saisis par les bras les deux hommes et je les jetai dehors si brusquement qu'ils s'embrassèrent avec violence 2 fois de suite au passage des 2 portes qui conduisaient à l'escalier. Puis je disparus à mon tour et je rentrai dans la cuisine, notre quartier général, afin de prendre conseil de ma mère et de l'abbé. Mais Mélanie, effarée, rentra en gémissant. « Il meurt! Il meurt! Venez vite! Il meurt !» Ma mère s'élança. Mon oncle était tombé par terre, tout au long sur le parquet, et il ne remuait plus. Je crois bien qu'il était mort. Maman fut superbe à cet instant-là. Elle marcha droit sur les 2 filles agenouillées auprès du corps et qui cherchaient à le soulever. Et leur montrant la porte avec une autorité, une dignité, une majesté irrésistible, elle prononça « C'est à vous de sortir maintenant !» Et elles sortirent, sans protester, sans dire un mot. Il faut ajouter que je me disposais à les expulser, avec la même vivacité que le pasteur et le concierge. Alors, l'abbé Poivron administra mon oncle avec toutes les prières d'usage et lui remit ses péchés. Maman sanglotait, prosternée près de son frère. Tout à coup, elle s'écria. « Il m'a reconnu. Il m'a serré la main. Je suis sûre qu'il m'a reconnu et qu'il m'a remercié. Oh mon Dieu, quelle joie !» Pauvre maman. Si elle avait compris ou deviné à qui et à quoi ce remerciement devait s'adresser. On coucha l'oncle sur le lit. Il était bien mort cette fois. « Madame, dit Mélanie, nous n'avons pas de drap pour l'ensevelir. Tout le linge appartient à ces demoiselles. » Moi, je regardais l'omelette qu'elle n'avait point fini de manger, et j'avais en même temps envie de pleurer et de rire. Il y a de drôles d'instants et de drôles de sensations parfois dans la vie. Or, nous avons fait à mon oncle des funérailles magnifiques, avec 5 discours sur la tombe. Le sénateur baron de Croisselles a prouvé, en termes admirables, que Dieu toujours rentre victorieux dans les âmes de race un instant égarées. Tous les membres du parti royaliste et catholique suivaient le convoi avec un enthousiasme de triomphateur, en parlant de cette belle mort après cette vie un peu troublée. Le vicomte Roger s'était tu. On riait autour de lui. Quelqu'un dit « Bah,
C'est là l'histoire de toutes les conversions in extremis. Septième partie. Le cygne. La petite marquise de Renedon dormait encore, dans sa chambre close et parfumée, dans son grand lit doux et bas, dans ses draps de batiste légère, fine comme une dentelle, caressant comme un baiser. Elle dormait seule, tranquille, de l'heureux et profond sommeil des divorcés. Des voix la réveillèrent qui parlaient vivement dans le petit salon bleu. Elle reconnut son amie chère, la petite baronne de Grand-Jury, se disputant pour entrer avec la femme de chambre qui défendait la porte de sa maîtresse. Alors la petite marquise se leva, tira les verrous, tourna la serrure, souleva la portière et montra sa tête. Rien que sa tête blonde cachée sous un nuage de cheveux. « Qu'est-ce que tu as ?» dit-elle. « À venir si tôt. Il n'est pas encore 9 heures. » La petite baronne, très pâle, nerveuse, fiévreuse, répondit. « Il faut que je te parle. Il m'arrive une chose horrible. »« Entre, ma chérie. » Elle entra. Elles s'embrassèrent, et la petite marquise se recoucha pendant que la femme de chambre ouvrait les fenêtres, donnait de l'air et du jour. Puis, quand la domestique fut partie, madame de Renedon reprit. « Allons, raconte. » Madame de Grand-Jury se mit à pleurer, versant ces jolies larmes claires qui rendent plus charmantes les femmes, et elle balbutiait sans s'essuyer les yeux pour ne point les rougir. « Oh, ma chère, c'est abominable, abominable ce qui m'arrive. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais pas une minute. Tu entends? Pas une minute. Tiens, tâte mon cœur comme il bat. » Et, prenant la main de son amie, elle la posa sur sa poitrine, sur cette ronde et ferme enveloppe du cœur des femmes, qui suffit souvent aux hommes et les empêche de rien chercher dessous. Son cœur battait fort, en effet. Elle continua. « Ça m'est arrivé hier dans la journée, vers 4 heures, ou 4h30, je ne sais pas au juste. Tu connais bien mon appartement, tu sais que mon petit salon, celui où je me tiens toujours, donne sur la rue Saint-Lazare au premier, et que j'ai la manie de me mettre à la fenêtre pour regarder passer les gens. C'est si gai, ce quartier de la gare si remuant, si vivant. Enfin, j'aime ça. Donc hier, j'étais assise sur la chaise basse que je me suis fait installer dans l'embrasure de ma fenêtre. Elle était ouverte, cette fenêtre, et je ne pensais à rien. Je respirais l'air bleu. Tu te rappelles comme il faisait beau hier? Tout à coup, je remarque que de l'autre côté de la rue, il y a aussi une femme à la fenêtre, une femme en rouge. Moi j'étais en mauve, tu sais, ma jolie toilette mauve. Je ne la connaissais pas, cette femme. Une nouvelle locataire, installée depuis un mois, et comme il pleut depuis un mois, je ne l'avais point vue encore. Mais je m'aperçus tout de suite que c'était une vilaine fille. D'abord je fus très dégoûtée et très choquée qu'elle fût à la fenêtre comme moi. Et puis, peu à peu, ça m'amusa de l'examiner. Elle était accoudée, et elle guettait les hommes. Et les hommes aussi la regardaient, tous, ou presque tous. On aurait dit qu'ils étaient prévenus par quelque chose en approchant de la maison, qu'ils la flairaient comme les chiens flairent le gibier, car ils levaient soudain la tête et échangeaient bien vite un regard avec elle. Un regard de franc-maçon. Le sien disait « Voulez-vous » Le leur répondait « Pas le temps » ou bien « Une autre fois » ou « Pas le sou » ou bien « Veux-tu te cacher, misérable ?» C'étaient les yeux des pères de famille qui disaient cette dernière phrase. Tu ne te figures pas comme c'était drôle de la voir faire son manège, ou plutôt son métier. Quelquefois, elle fermait brusquement la fenêtre et je voyais un monsieur tourner sous la porte. Elle l'avait pris celui-là, comme un pêcheur à la ligne prend un goujon. Alors je commençais à regarder ma montre. Il restait de 12 à 20 minutes, jamais plus. Vraiment, elle me passionnait à la fin, cette araignée. Et puis, elle n'était pas laide, cette fille. Je me demandais, mais comment fait-elle pour se faire comprendre si bien, si vite, complètement? Ajoute-t-elle à son regard un signe de tête ou un mouvement de main? Et je pris ma lunette de théâtre pour me rendre compte de son procédé. Oh, il était bien simple. Un coup d'œil d'abord, puis un sourire, puis un tout petit geste de tête qui voulait dire « Montez-vous » Mais si léger,
si vague, si discret, qu'il fallait vraiment beaucoup de chic pour le réussir comme elle. Et je me demandais, est-ce que je pourrais le faire aussi bien, ce petit coup de bas en haut, hardi et gentil, car il était très gentil son geste. Et j'allais l'essayer devant la glace. Ma chère, je le faisais mieux qu'elle, beaucoup mieux. J'étais enchantée. Et je revins me mettre à la fenêtre. Elle ne prenait plus personne à présent, la pauvre fille. Plus personne. Vraiment, elle n'avait pas de chance. Comme ça doit être terrible tout de même de gagner son pain de cette façon-là. Terrible et amusant, quelquefois. Car enfin, il y en a qui ne sont pas mal, de ces hommes qu'on rencontre dans la rue. Maintenant, ils passaient tous sur mon trottoir et plus un seul sur le sien. Le soleil avait tourné. Ils arrivaient les uns derrière les autres, des jeunes, des vieux, des noirs, des blonds, des gris, des blancs. J'en voyais des très gentils, mais très gentils, ma chère, bien mieux que mon mari, et que le tien, ton ancien mari, puisque tu es divorcée. Maintenant tu peux choisir. Je me disais, si je leur faisais signe, est-ce qu'ils me comprendraient, moi qui suis une honnête femme? Et voilà que je suis prise d'une folle envie de leur faire ce signe, mais d'une envie de femme grosse, d'une envie épouvantable, tu sais, de ces envies auxquelles on ne peut pas résister. J'en ai quelquefois comme ça, moi. Est-ce bête dit ces choses-là? Je crois que nous avons des âmes de singes, nous autres femmes. On m'a affirmé du reste, c'est un médecin qui m'a dit ça, que le cerveau du singe ressemblait beaucoup au nôtre. Il faut toujours que nous imitions quelqu'un. Nous imitons nos maris, quand nous les aimons, dans le premier mois des noces, et puis nos amants ensuite, nos amis, nos confesseurs, quand ils sont bien. Nous prenons leur manière de penser, leur manière de dire, leurs mots, leurs gestes, tout. C'est stupide. Enfin, moi, quand je suis trop tentée de faire une chose, je la fais toujours. Je me dis donc, voyons, je vais essayer sur un seul pour voir. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien. Nous échangerons un sourire et voilà tout, et je ne le reverrai jamais. Et si je le vois, il ne me reconnaîtra pas. Et s'il me reconnaît, je n'irai, parbleu. Je commence donc à choisir. J'en voulais un qui fût bien, très bien. Tout à coup, je vois venir un grand blond, très joli garçon. J'aime les blonds, tu sais. Je le regarde, il me regarde, je souris, il sourit, je fais le geste, oh, à peine, à peine. Il répond oui. Il répond oui de la tête, et le voilà qui entre, ma chérie. Il entre par la grande porte de la maison. Tu ne te figures pas ce qui s'est passé en moi à ce moment-là. J'ai cru que j'allais devenir folle. Oh, quelle peur, songe. Il allait parler au domestique, à Joseph qui est tout dévoué à mon mari. Joseph aurait cru certainement que je connaissais ce monsieur depuis longtemps. Que faire, dit. Que faire? Et il allait sonner tout à l'heure dans une seconde. Que faire, dit. J'ai pensé que le mieux était de courir à sa rencontre, de lui dire qu'il se trompait, de le supplier de s'en aller. Il aurait pitié d'une pauvre femme. Je me précipite donc à la porte, et je l'ouvre juste au moment où il posait la main sur le timbre. Je balbutiai, tout à fait folle. Allez-vous-en, monsieur. Allez-vous-en. Vous vous trompez, je suis une honnête femme, une femme mariée. C'est une erreur, une affreuse erreur. Je vous ai pris pour un de mes amis, à qui vous ressemblez beaucoup. Ayez pitié de moi, monsieur. Et voilà qu'il se met à rire, ma chère, et il répond. Bonjour, ma chatte. Tu sais, je la connais ton histoire. Tu es mariée. C'est 2 louis au lieu d'un. Tu les auras. Allons, montre-moi la route. Et il me pousse. Il referme la porte, et comme je demeurais épouvantée en face de lui, il m'embrasse, me prend par la taille et me fait rentrer dans le salon qui était resté ouvert. Et puis, il se met à regarder tout comme un commissaire-priseur, et il reprend. Bigre, c'est gentil chez toi, c'est très chic. Faut que tu sois rudement dans la dèche en ce moment-ci pour faire la fenêtre. Alors moi, je recommence à le supplier. Oh, monsieur, allez-vous-en, allez-vous-en, mon mari va rentrer. Il va rentrer dans un instant, c'est son heure. Je vous jure que vous vous trompez. Et il me répond tranquillement. Allons, ma chère, allons, ma belle, assez de manières comme ça. Si ton mari rentre, je lui donnerai 100 sous pour aller prendre quelque chose en face. Comme il aperçoit sur la cheminée la photographie de Raoul, il me demande. C'est ça, ton mari? Oui, c'est lui. Il a l'air d'un joli mufle. Et ça, qu'est-ce que c'est?
Une de tes amies? C'était ta photographie, ma chère. Tu sais, celle en toilette de bal. Je ne savais plus ce que je disais, je balbutiais. Oui, c'est une de mes amies. Elle est très gentille. Tu me la feras connaître. Et voilà la pendule qui se met à sonner 5 heures. Et Raoul rentre tous les jours à 5h30. S'il revenait avant que l'autre fût parti, songe donc alors. Alors j'ai perdu la tête, tout à fait. J'ai pensé que le mieux était de me débarrasser de cet homme le plus vite possible. Plus tôt ce serait fini, tu comprends? Et voilà, puisqu'il le fallait, et il le fallait, ma chère, il ne serait pas parti sans ça. Donc j'ai mis le verrou à la porte du salon. Voilà. La petite marquise de Renaudon s'était mise à rire, mais à rire follement, la tête dans l'oreiller, secouant son lit tout entier. Quand elle se fut un peu calmée, elle demanda. Et il était joli garçon? Mais oui. Et tu te plains? Mais mais vois-tu, ma chère, c'est que il a dit qu'il reviendrait demain, à la même heure, et j'ai une peur atroce. Tu n'as pas idée comme il est tenace et volontaire. Que faire, dis? Que faire? La petite marquise s'assit dans son lit pour réfléchir. Puis elle déclara brusquement. Fais-le arrêter. La petite baronne fut stupéfaite. Elle balbutia. Comment? Tu dis. À quoi tu penses? Le faire arrêter sous quel prétexte? Oh, c'est bien simple. Tu vas aller chez le commissaire. Tu lui diras qu'un monsieur te suit depuis 3 mois, qu'il a eu l'insolence de monter chez toi hier soir, qu'il t'a menacé d'une nouvelle visite pour demain, et que tu demandes protection à la loi. On te donnera 2 agents qui l'arrêteront. Mais ma chère, s'il raconte. Mais on ne le croira pas, sotte, du moment que tu auras bien arrangé ton histoire au commissaire, et on te croira toi, qui es une femme du monde irréprochable. Oh, je n'oserais jamais. Il faut oser, ma chère, ou bien tu es perdue. Songe qu'il va m'insulter quand on l'arrêtera. Eh bien, tu auras des témoins et tu le feras condamner. Condamner à quoi? À des dommages. Dans ce cas, il faut être impitoyable. Ah! À propos de dommages, il y a une chose qui me gêne beaucoup, mais beaucoup. Il m'a laissé 2 louis sur la cheminée. 2 louis? Oui. Pas plus? Non. C'est peu. Ça m'aurait humilié, moi. Eh bien. Eh bien. Qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent? La petite marquise hésita quelques secondes, puis répondit d'une voix sérieuse. Ma chère, il faut faire. Il faut faire. Un petit cadeau à ton mari. Ça n'est que justice. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog lecture sur le recueil de nouvelles Le Horla de Guy de Maupassant. On a lu 6 nouvelles, les 3 pages du livre d'un chasseur. Si vous voulez, dans le découpage de ce e-book-là, et ça a l'air de correspondre au découpage des livres physiques, on a des contes ou des nouvelles qui sont précédés du titre première partie. Première partie, Le Horla, deuxième partie, Amour, mais il n'y a pas d'histoire. 3 pages du livre d'un chasseur, je sais pas. Troisième partie, Le Trou, etc. Et je trouve que c'est assez étrange. Donc je suis en train de me demander si en fait toutes les nouvelles à partir du Horla ne concernent pas l'amour sous quelque forme. Peut-être. Peut-être. En tout cas, là, on a des chasseurs qui sont partis à la chasse et qui ont tué un couple d'oiseaux parce que, vous comprenez bien, on avait tué le premier, donc le deuxième, il allait mourir de chagrin, donc autant le buter aussi. Bon, les descriptions étaient quand même pas mal. Sur le froid, les marais, enfin, ils ont l'air un petit peu en chier, quoi. Enfin, ils sont dehors. Mais j'ai bien aimé la chute. Enfin, c'est une nouvelle que j'ai pas aimée globalement parce que je suis pas très fan de chasse. J'aime pas trop lire des descriptions. Enfin, encore là, ils ont été assez light, mais en termes de description. Mais je suis pas très fan de descriptions d'animaux morts ou de choses, enfin, de morts d'animaux. Les humains, j'ai moins de problèmes.
Je suis celle qui pleurait au cheval et au loup dans Danse avec les loups, mais pas pour les hommes. Donc voilà, je pense que j'ai toujours placé les animaux à une place particulière dans mon cœur. Tout ça pour dire que j'ai pas trop kiffé. J'ai pas trop trouvé le truc très sympa. La partie sur le trousse, elle était assez intéressante. Donc les trousses, c'est les pêcheurs, coups et blessures ayant occasionné la mort. Donc c'est les mecs en fait qui finissent par se pouiller la tronche parce que leurs femmes ont commencé à se pouiller la tronche, parce que ils ont piqué le coin de pêche. Il y a un couple qui a piqué le coin de pêche de l'un et enfin d'un autre couple, ce qui fait que c'est un pur scandale évidemment. Que l'autre couple, du coup, ils n'arrivent pas à pêcher, etc. À un moment, je me suis demandé, en fait, si il n'y avait pas une espèce de location effective, hein, de vraiment, comme s'il y avait un petit endroit dans ce... C'était peut-être bien un cours d'eau ou un marais, j'ai pas trop capté. Euh, S'il n'y avait pas une espèce de système de location d'un petit carré, en gros, où il y a ce fameux trou où se cachent les gros poissons. Ce qui fait que, en piquant ce trou, donc ils piquent la zone de pêche et ça gâche un petit peu leur plaisir à ces pauvres gens. Donc évidemment, c'est pas une raison pour se foutre sur la tronche. On peut éventuellement changer de coin ou dire écoutez, est-ce que vous pouvez nous laisser une petite place parce qu'en fait on a l'habitude de pêcher là. Mais en fait quelque part elle est assez drôle comme nouvelle parce que ça rappelle aussi un peu à quel point les gens sont cons. D'un côté c'est assez drôle mais ça aboutit quand même à la mort de l'usurpateur du trou. Voilà. C'est pour ça que je suis vraiment en train de me dire que Maupassant, je pense qu'il devait pas mal s'inspirer des journaux, des faits divers, etc. Broder autour de ça, parce que peut-être que il y a effectivement un gars qui est mort noyé et que il a lu l'article dans le journal, ça l'a fait marrer, et il a essayé d'imaginer quelque chose. Parce que là, on a quand même le mec qui raconte cette histoire-là au juge parce il est accusé peut-être pas de mort mais enfin pas de meurtre pardon, mais disons qu'il a pas aidé et puis on sent il a pas aidé. Il a été un peu débordé par la bagarre des deux femmes et ce qui fait qu'il a pas fait gaffe. Il pensait que il a priorisé les deux femmes qui étaient dans leur bateau au pluriel au gars qui était tombé à l'eau et qui ne savait pas se noyer. Donc voilà, qui ne savait pas se noyer, qui ne savait pas nager, le joli lapsus. Donc ça fait tout à fait partie des petits faits divers qu'on peut lire dans les journaux, truc un petit peu con quoi. C'est le Darwin Award, hein, écoutez, c'est le Darwin Award de Maupassant. Eh ben tiens, sachez que je viens de tilter. Sauvé et le cygne, ce sont les deux mêmes copines. C'est la marquise de Renedon qui a fini par demander le divorce. Elle a monté un plan pour piéger son mari avec qui elle... donc la marquise, pour piéger son mari pour qu'il soit surpris en train de coucher avec une servante. Et visiblement, il y a une espèce de petit marché de jolies servantes qui sont là pour faire un peu que les maris tombent dans leur lit et se fassent surprendre et que les femmes obtiennent le divorce. Ce qui fait c'est une prostitution, hein, mais c'est un truc qui est rondement mené. C'est un truc à épisode. Donc c'était vraiment quelque chose de rondement mené. On est vraiment sur quelque chose autour des mœurs. Et là, c'est assez étonnant. Si on reste sur la thématique de l'amour, parce que le premier, en fait, c'est les gars qui sont à la chasse. Le deuxième, c'est le mec qui se noie dans un trou, dans une rivière. Et là, c'est une femme qui a piégé son époux pour obtenir le divorce, sachant que son époux, a priori, je crois bien qu'il la trompait. Et donc, elle obtient le divorce. Donc, au cas où, on va garder en tête la petite marquise de Renedon et la baronne de Grand Jury, la petite baronne de Grand Jury et la petite marquise de Renedon. Parce qu'on va les revoir plus tard.
4e histoire, Clochette. Ça, je m'en souviens parce que je viens de les lire ce soir. J'avais complètement zappé ce que j'ai lu hier. Hein. Je dois être un peu fatiguée. C'est pas grave. Donc, cette histoire-là, c'est Clochette. C'est la pauvre fille qui a été la pauvre couturière qui meurt de sa belle mort. On sent que c'est une nana qui a une vie de misère, qui boite, elle a une patte folle parce que c'est une fracture qui n'a pas été remise en état correctement. Peut-être que si elle avait eu plus de fric, ce qui n'était sans doute pas le cas, elle aurait pu mieux réparer sa jambe. Mais bref, elle a été quand même condamnée à une vie de misère parce que c'est une ouvrière, grosso modo, une employée, et qu'elle ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi avec... parce qu'elle doit avoir du mal à se déplacer quand même. Donc, on apprend que cette vieille femme qui était bien moche et qui boitait était une très jolie fille quand elle était jeune et qu'elle s'est fait embobiner par un aide instituteur qui était plutôt beau gosse, qui ne voulait pas se faire surprendre avec elle parce que vous comprenez, ça serait con ça serait con de se faire surprendre avec à compter fleurette à une jeune fille. Et elle s'est en quelque sorte sacrifiée en se jetant du 2e étage. Donc déjà, du 1er étage, il y a moyen de se péter quelque chose, mais du 2e étage, là, elle est tombée elle est tombée de 5 mètres, quoi. C'est énorme. Elle aurait pu se tuer. Donc, j'ai à la fois trouvé la nouvelle avec un peu une espèce de tendresse, à la fois, je me suis quand même dit très fort, mais quelle conne. Je pense que si elle s'était fait surprendre, jeune fille, non mariée, dans les foins avec l'aide instituteur, peut-être qu'elle-même aussi dans ce petit village, sans être passée par la fenêtre, elle aurait eu des difficultés. Difficultés à peut-être trouver du boulot, à trouver un fiancé, à se marier. Donc, elle s'est fait embobiner, quoi, parce qu'elle était jeune, et puis que l'autre, c'était un sale con. Je peux pas dire beaucoup plus que ça, en fait. Mais il y avait, je trouve, une certaine tendresse à l'égard de ce personnage-là. Et le surnom était un peu tristou quand même, à Clochette, parce qu'elle boite, quoi. Le marquis de Fumerol, donc c'était la 5e nouvelle. Pour moi, c'est vraiment plus des nouvelles que des contes. Éventuellement le Horla. Pour moi, c'est une nouvelle fantastique. Mais bref, le marquis de Fumerol, on est sur un vieux monsieur qui est en fin de vie et qui a toujours mené une vie dissolue et qui était marquis, qui était militaire et qui vit avec les 2 maîtresses qui veulent bien encore de lui parce qu'il est fauché et puis qu'il doit être bien sympa. Et donc, il y a quand même un truc qui est assez triste, c'est le fait que sa famille ne puisse pas assister à ses derniers instants parce que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue et qui a l'air quand même anti-religion, anti un peu tout. Euh, Peut-être pas révolutionnaire, mais le mec qui croit en pas grand-chose, hein, et ce qui fait que il y a un peu une odeur de soufre autour de lui. Et qui veut même pas se faire confesser et tout ça au moment de se rapprocher de la mort. Donc c'est quelqu'un d'assez sulfureux, effectivement. Et je trouve que c'est quand même vachement triste qu'il ait vécu seul au final, dans cette vie un peu dissolue, qu'il ait été éloigné de sa famille et qu'il soit un peu perçu comme un pestiféré. Après, ça se fait encore de nos jours, bon, peut-être pas pour ces raisons-là, mais ça se fait encore que des gens voient moins certaines personnes de leur famille parce qu'ils ont des modes de vie qui sont à l'opposé du leur et que je sais pas si la réputation a encore beaucoup d'importance, mais peut-être que ouais, peut-être un peu, je sais pas trop. Enfin moi j'y accorde pas d'importance, mais peut-être un petit peu. Bref, euh, il m'a fait assez marrer ce marquis de Fumerol justement qui jusqu'au bout il reste tel qu'il est et puis on a l'impression qu'il a quand même il a pu voir sa sœur aux derniers instants. Il connaissait pas son neveu.
Au début, je pensais que le neveu était un petit, mais a priori, c'est plutôt un jeune homme. Parce qu'il peut y avoir un grand écartage entre le marquis de Fumerol et sa sœur, donc la maman du narrateur. Mais je trouvais ça... Je l'ai plutôt aimé, cette nouvelle-là. Et tout le petit bordel autour, il tape à coups de gourdin sur la religion, en tout cas. Ça a pas mal tapé aussi sur les royalistes et tout ça. Bon, après, c'est des notions qui me sont assez étrangères et je vais pas creuser, mais il y a quelques répliques ou quelques trucs qui m'ont un peu choqué quelque part. Et là, je suis sur la fin de la nouvelle, je revois des trucs du genre nous avons fait à mon oncle des funérailles magnifiques, gna gna gna. Euh, et au final, il y a des gens qui discutent autour de la tombe qui disent oui, bah Dieu, il a encore triomphé parce que il a eu l'extrême onction ou je sais pas quoi, patati patala, mais euh, il y a quelque chose de triste en fait parce que quelque part, la mort de cet homme-là et la manière dont on l'enterre, on l'honore, ça vient un petit peu quelque part complètement en opposition avec la vie qu'il menait et sans doute avec ses convictions. On revient un peu sur le côté hypocrite qu'il y a lors des funérailles, à dire oh là là, il était quel bel homme ou enfin c'était les meilleurs qui partent toujours avant, etc. Et le côté un peu à enjoliver, voir se jeter de la poudre aux yeux sur les gens qui sont morts et qu'on enterre. Bon, je sais pas. Je trouve que c'est quand même triste pour ce monsieur-là qui voulait pas de tout ça, il voulait pas l'extrême onction, etc. Et c'est triste. On repart après dans le signe sur de la nouvelle autour des mœurs. Donc, mais là, c'est énorme quand même parce que elle est la petite baronne là qui a fait monter un gars chez elle en se faisant passer pour une prostituée. euh, le mec, il était au courant des us et coutumes et que des dames, enfin de dames de bonne famille, le faisaient monter des fois et le faisaient payer. Est-ce que ça vient pas dire un petit peu certaines choses sur la noblesse désargentée et comment ils peuvent essayer de joindre un peu les deux bouts? C'est un peu raide, ma foi. Et bon, là, niveau consentement, je crois qu'on n'y est pas terrible, mais en fait, la nana, elle s'est jetée un piège, puis elle est tombée dedans. Elle est conne. Et c'est bien de nouveau la marquise de Renedon et la petite baronne de Grangerie. Donc c'était les deux copines qui avaient discuté sur le divorce 3 nouvelles avant. Est-ce qu'on va encore les voir par la suite? On ne sait pas, mais j'ai trouvé cette histoire. Je pense que cette histoire elle a dû faire un scandale de fou quand elle est sortie. C'est pas possible. Une femme qui entre en concurrence avec une prostituée, enfin une courtisane, prostituée plutôt, hein. Pour moi, une courtisane, c'est des nobles, enfin des nobles, pardon, des, des maîtresses régulières de personnes qui sont très riches, de nobles ou de bourgeois peut-être, mais c'est un peu la maîtresse officielle pour moi, mais qui vont être maîtresses d'homme en homme, après, elles font ce qu'elles veulent, hein. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment plus du côté de la prostitution. Certes, bien habillée, propre et tout ça, on n'est pas dans la plèbe, mais je trouve qu'il y a une espèce d'énorme naïveté, d'espèce de rivalité féminine trop bizarre. Est-ce qu'on n'est pas dans l'ordre du fantasme aussi chez l'auteur, honnêtement? Parce que Maupassant, il n'avait pas une vie très sage, comme dirait ma grand-mère, il n'était pas très sage. Euh, Très bizarre. C'est presque l'accident heureux. Puis la baronne, enfin non, la marquise, là, la copine qui dormait, qui a obtenu le divorce, qui dit à sa copine que pour se défaire de ce gars-là, faut en gros, qu'elle porte plainte pour rien contre lui. Ça donne pas une image de la femme très ouf. Donc je suis pas méga fan.
Je pense qu'on est à peu près à la moitié, je vais vous dire. On est à 51% du livre. On est exactement à la page 41 sur 79. Donc je vais lire de la page 40 à 60 la prochaine fois. La fois suivante de la page 60 à 79. Donc prochaine fois 1, 2, 3, 4 nouvelles et 3 à la fin. Donc c'est pour dire qu'elles seront plus longues. Alors franchement, j'aimerais bien revoir les deux copines là. Parce que elles sont tellement décalées. Je trouve ça intéressant. Le côté un peu noble décadent, je trouve que c'est assez intéressant. Donc ça m'intéresse. Bon, honnêtement, je trouve que je suis toujours pour Maupassant, un peu comme pour les contes du jour et de la nuit, un peu mitigée. Il y a des nouvelles que je vais apprécier, il y en a d'autres que je vais moins aimer. Je pense qu'il y a des visions, bon, c'est évident, mais il y a des visions de la femme ou de personnes, les noirs par exemple, qui sont hyper passées. Donc quand je dis passées, que c'est avec mes lunettes du jour évidemment, mais je suis assez mitigée. J'ai lu des choses avec lesquelles j'étais plus en adéquation, et là c'est pas trop le cas. Par exemple, je trouve que j'ai un peu l'impression qu'on est sur des nouvelles qui s'adressent à un public plutôt aisé et qui sont amenés à tourner en ridicule parce que pour se marrer un peu, tourner en ridicule leur père, mais aussi se moquer des paysans qui parlent bizarre et qui sont stupides, par exemple. On est un peu là-dedans, j'ai l'impression. Donc c'est pas forcément un truc que je kiffe. Donc Maupassant, c'est quand même quelqu'un qui était aisé, hein. C'était Guy de Maupassant, hein. Je pense que pour les deux fois suivantes, j'irai faire un gros résumé de la biographie de Maupassant pour vous en dire un petit peu plus. Je vous en avais dit un petit peu en termes de santé mentale pour le Horla, mais il y a aussi tout le côté vie un peu dissolue, et quelqu'un qui est quand même plutôt aisé et qui a eu du succès professionnel par rapport à l'écriture dans sa vie, ce qui n'est pas le cas d'auteurs contemporains qui, euh, qui ont vécu dans la misère et qui ont explosé après leur mort, quoi. Enfin, le succès est venu après eux. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, dirons-nous. Je vous souhaite un très bon samedi. À demain pour la suite des naufragés de l'Elseneur, des mutinés, décidément. Où là, on a fait une bonne moitié. Il reste 3 semaines aussi, 3 dimanches, donc demain et 2 dimanches encore après. Il est fort probable que je fasse une pause après avoir lu ces deux nouvelles, avoir fini le Horla et les mutinés de l'Elseneur, parce qu'en fait, je fatigue pas mal et j'aimerais bien avancer sur des projets personnels autres que les réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux, c'est YouTube, c'est aussi Instagram que j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Mais j'aimerais bien avancer sur des projets personnels d'écriture et ce qui fait que je pense que je vais faire une pause. Je ferai peut-être une bonne grosse pause, je sais pas encore combien de temps et comment je vais m'organiser, on verra. Très bon samedi, à demain pour London, et mercredi prochain, je ferai peut-être une vidéo thématique, mais je sais pas encore exactement sur quoi. On verra. Salut!